Alors, salut à tous et à tous ceux qui sont en ligne. Euh, J'espère que vous avez passé une très, très, très bonne semaine. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que ma voix porte? Ouais, salut Yadou, salut Damien. Salut à tous ceux qui sont sur TikTok. Cet après-midi, comme je vous l'avais annoncé, pour ceux qui sont sur TikTok, notre compte qu'on a créé il y a 2 jours, sur lequel on a fait le live mercredi, a été de nouveau attaqué et banni par les gens du régime. Donc, ils sont vraiment, ils sont vraiment déterminés, ils sont très offensifs. Donc, ils ont sauté le compte cet après-midi. Et bon, comme je vous l'avais dit, nous, on a plusieurs comptes, on a énormément de comptes. Et s'ils sautent un compte, on va activer un autre compte. Donc, ils ont attaqué aussi la page Facebook. Euh, Cet après-midi aussi, ils ont attaqué la page Facebook sur laquelle on fait aussi parfois le direct. Donc, ils ont attaqué le compte YouTube et le compte TikTok qu'on a créé il y a quelques jours. Ils l'ont banni. Ils ont attaqué la page Facebook. Mais nous sommes là à faire notre live. Comme j'ai eu à vous le dire, partout où moi je serai, les Togolais me suivront. Donc là, nous sommes en enfer. Donc les gens sont venus pour écouter la bonne nouvelle en enfer. Aujourd'hui, nous sommes en enfer. Les gens sont venus pour nous écouter, pour écouter, comme vous-même vous l'avez nommé, vous avez dit que le dimanche, c'est la messe. Et dans la semaine, c'est le catéchisme. Donc là, c'est la catéchèse. Donc nous sommes en enfer pour prêcher la bonne nouvelle. Et les Togolais sont là, ils sont là. Déjà, on est suffisamment assez nombreux sur TikTok. Il faut vous abonner sur le nouveau compte, Corsi officiel. On avait déjà fait un live sur ce compte-là. Si demain ce compte n'existe plus, on va en créer d'autres. On a plein d'autres comptes que nous avons. Et donc, histoire de leur dire qu'ils vont s'épuiser, ils vont dépenser. C'est vrai que c'est un État, ils ont des ressources illimitées, mais à un moment donné, ils seront fatigués de sauter les comptes qu'on relance d'une autre manière. Donc, plus ils vont sauter nos comptes, plus on va en créer d'autres. Et ça prouve qu'en fait, c'est eux qui sont en panique. Je vous l'avais dit, c'est un régime qui ne dort pas, qui a des difficultés et qui voit le mal partout, qui est paniqué, qui voit venir un danger. Et donc, c'est pour ça qu'ils investissent énormément d'argent dans la guerre numérique. Ils ont sauté les comptes de plusieurs activistes, en tout cas les activistes qui les dérangent, les Togo VPC, les Agabambo, les Kodjovitogain, les Mokonzi. Ils ont sauté tous leurs comptes. Chef Canton, tous ces comptes ont été totalement bannis. Il en a créé d'autres, ça a été encore banni. C'est la preuve, si besoin en est, que le travail qui se fait les dérange énormément. Sinon, ils ne vont pas déployer autant de moyens, autant d'énergie, autant d'argent pour payer les services spécialisés pour attaquer nos comptes, hacker nos pages Facebook et tout ce qu'ils sont en train de faire. Donc, il faut continuer la sensibilisation. Je l'ai dit la dernière fois, le 8 août et le 8 décembre n'est qu'une étape de la lutte. Et la lutte, c'est plusieurs étapes. Le 8 décembre, s'il se passe quelque chose d'extraordinaire, c'est tant mieux. S'il ne se passe pas grand-chose, il faut qu'on continue par mobiliser, il faut qu'on conscientise. C'est la somme de tous les travaux que nous sommes en train de faire, de ce travail profond de conscientisation, de réveil des consciences et des Togolais dans tous les secteurs donnés, qui finira par payer. Nous parlons à tout le monde, on parle aux artisans, on parle aux paysans, on parle aux dockers, on parle aux étudiants, on parle aux étudiants, on parle aux enseignants, on parle à tous les secteurs de la société. Nous relevons tout ce qui ne marche pas dans la société. Nous disons, si le pays était bien géré, voilà comment les choses devaient bien marcher dans la société. Et c'est ce travail de prise de conscience de tous les secteurs qui les dérangent. Et donc, il faut forcément qu'on continue de faire ce travail-là, ce travail de fond que nous sommes en train de faire. Et un jour, forcément, ça va payer. Et donc, voilà ce que je voulais partager avec vous avant le début de ce live-là. Avant le début de ce live. Et cette panique-là, on l'aperçoit, et les gens savent que au Togo, la situation est fragile. Le régime aussi, malgré l'apparence, l'apparence d'un régime solide, c'est un régime qui est de plus en plus fragile. Et c'est quand on est fragile qu'on s'attaque à tout le monde. Je vous ai dit la dernière fois que Fort, il court dans tous les sens. C'est lui qui court. C'est lui qui court dans tous les sens pendant que le peuple lui continue tranquillement sa lutte. Vous voyez, donc c'est lui qui cherche à se sauver, qui noue des alliances. On va en parler tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai lancé ce live-là. Et ce matin, il y a un article assez intéressant qui est sorti dans Jeune Afrique, un article très intéressant que j'ai partagé avec mes amis, ceux qui sont sur ma liste de diffusion, un article de Jeune Afrique que je vais vous résumer en quelques mots. Je pense que la technique doit avoir la capture d'écran. Je vais envoyer ça à la technique, ils vont diffuser, vous allez voir la capture d'écran. Et c'est une analyse très, très, très intéressante que j'ai vraiment aimée, une analyse assez impartiale de la situation qui nous renseigne que le régime a quand même, le régime a peur. Technique, je vous ai envoyé une capture d'écran. Le régime a quand même peur. Le régime redoute les manifestations. Quand un régime qui se dit légitime redoute les manifestations, a peur, c'est que le régime est en difficulté. Donc,
c'est cet article que je vous envoie, je vous invite à aller lire, un article très, très intéressant de Jeune Afrique, quand on connaît la ligne éditoriale de Jeune Afrique et qu'on voit comment Jeune Afrique a fait cette très longue analyse avec pour titre Togo, le M66 veut relancer la contestation face à Faure Gnassingbé, et tout ce qui a été dit dans cet article par rapport à la marche du 8 décembre. Et voilà, donc voilà, des gens des gens alimentaires qui vont au sommet de Lomé, qui ont confié à Jeune Afrique que la stratégie de M66 est inacceptable parce que c'est une stratégie de harcèlement. C'est une stratégie de harcèlement. Et voilà, et Jeune Afrique qui dit aussi que la stratégie, c'est de prendre le régime à l'usure et visiblement, ça met en difficulté le régime. S'attaquer à l'image de Faure Gnassingbé à l'international, là aussi, malgré ses déplacements diplomatiques, ça lui crée des ennuis. Et donc, c'est un article que je vous invite à lire, un article assez intéressant de Jeune Afrique en date du 28 décembre ce matin. C'est aussi la preuve que le travail qui se fait par tous nos amis, tous les activistes, est un travail qui est très profond et qui, visiblement, est en train d'avancer. Donc, je vous invite à lire cet article de Jeune Afrique, qu'on ne peut pas accuser d'être partisan, parce que Jeune Afrique, tout le monde connaît la ligne éditoriale de Jeune Afrique. Quand Jeune Afrique fait une telle analyse assez impartiale, qui montre que les actions des activistes et de tous ceux qui aujourd'hui dénoncent le régime dérangent énormément le régime, met en difficulté le régime, je pense qu'il faut lire cet article pour comprendre ce qui se passe. Donc, voilà ce que j'ai voulu partager avec vous. Et le régime est tellement en difficulté aujourd'hui que ne sachant pas ce qui va se passer dans les jours à venir, ils sont en train de raser tous les commerces, tout ce qui est informel à Lomé. Ces 2 jours, quand vous allez dans les quartiers comme Agoé, partout, jusqu'en pleine ville, Hankop et tout ça, ils sont en train de casser tout. Tout ce qui est boutique, baraque, des abris d'infortune, le long des rails, dans certains quartiers, les gens n'ont même pas été prévenus. Ils sont en train d'utiliser les bulldozers pour casser tout. Parce qu'en fait, c'est une question de sécurité. Ils ont peur que peut-être d'ici le 8 décembre, des gens vont se mettre peut-être à l'abri dans ces conteneurs, dans ces hangars qui sont un peu partout pour peut-être affronter les forces de l'ordre. Donc, ils sont en train de casser tout en ville. Si on peut voir les images au niveau de la technique, il faut muter les sons. On va passer les images. À Goué, je pense, vers la Sillé. Hier, ils ont déployé des bulldozers. Voilà, ça, c'est à Hankop aujourd'hui, je pense. On peut passer le truc de Agoué d'abord, Agoué à Sillé. Où on peut rester d'abord sur Hankop. Donc, ça, c'est un direct qui a été fait aujourd'hui par des gens à Hankop, où ils cassaient tous les abris des fortunes, les baraques, les conteneurs, les hangars. Et pourtant, ça fait 20 ans qu'il faut le pouvoir. Et il n'a jamais cassé ces choses-là. En fait, c'est pour des raisons sécuritaires qu'ils sont en train de faire tout ça. Ils sont en train de casser tout dans la ville. Et ces abris que vous voyez, des gens vivaient dedans. Ce n'est pas seulement des lieux de vente, de je ne sais pas quoi, mais les gens vivent dedans. Les gens ont fait des enfants là-bas. C'est l'abri des gens. Et ils sont en train de tout casser. Et ils ont commencé sans prévenir les gens. Mais ils ne donnent aucune raison. Mais la vraie raison, c'est pour des raisons sécuritaires. Donc, ils ne veulent pas que c'est maintenant, c'est après 20 ans au pouvoir qu'ils se rendent compte que Lomé est sale. Celui qui dit dans les commentaires que c'est pour rendre Lomé propre. Ils vont faire quoi là-bas? Ils n'ont pas de projet. Ils ne veulent pas faire des routes, ils ne veulent pas faire des pavés. Mais ils sont en train de casser tout ça parce qu'en fait, ils ont peur que, je ne sais pas quels renseignements ils ont, mais ils ont peur que peut-être il y a des gens qui vont rentrer dans le pays, qui vont se cacher dans ces baraques, dans ces abris d'infortune pour faire quoi que ce soit. Donc, ils sont tellement paniqués qu'ils voient le mal partout, ils cassent tout. Sous prétexte qu'ils sont en train de libérer les emprises. Alors que ça fait 20 ans qu'ils sont au pouvoir, ils n'ont jamais libérer quoi que ce soit. Donc, vous voyez tout ça. Et voilà. Et donc, on peut aller sur les vidéos d'Agoué aussi. Oui, c'est un article du 28 novembre. Excusez-moi, 28 novembre, pas 28 décembre. Je pense 28 novembre. Voilà, ça, c'est Agoué Sillé. Ils ont cassé tout. Donc, on sent quand même qu'il y a une certaine peur qui ne dit pas son nom. Il y a une panique qui ne dit pas son nom. On voit les images de tous les quartiers qui sont déguerpis un peu partout. Ça, c'est Atikoudi. Donc, et ça, c'est révélateur d'un régime qui voit le mal partout. Ils sont au pouvoir depuis 20 ans. Ils n'ont jamais pensé débarrasser ces quartiers de ces conteneurs, de ces baraques, de ces ateliers de menuisiers, de coiffeurs, de tout ça, de ces bars qui sont au bord des rues. Et du jour au lendemain, alors qu'ils n'ont même plus des moyens pour faire des routes, ils se lèvent et puis ils cassent tout. Sans informer sans donner même préalable aux populations. Ils cassent tout. Et pour moi, c'est pour des raisons sécuritaires qu'ils le font. Ce n'est pas pour embellir la ville, mais c'est pour des raisons fondamentalement de sécurité qu'ils sont en train de le faire. On sait pas. Donc, tous ces gens-là vont devenir des sans-abri parce que des gens dormaient dans ces trucs-là. Les gens dormaient. Voilà, quelqu'un qui a pris son conteneur. Voilà, les femmes qui ont soulevé leur conteneur. Ils ne savent pas où l'amener. Ils ont soulevé leur conteneur. Ils ont pris des jeunes, ils ont soulevé les conteneurs. Et ils sont en train d'acheminer le conteneur quelque part. Et donc, tous ces gens-là, qui sont dans l'informel, qui vendent les produits alimentaires, qui vendent les condiments, qui vendent le charbon, qui ont des bars, on est en train de casser tout leur business. Tout leur business. Et nous sommes en fin d'année, à une période de fin d'année où les gens ont besoin de vendre, de faire des petites activités. Tous ces gens-là, les mairies venaient prendre des taxes, l'hôtel prenait les taxes. Tout ce qui sont en train de casser là, c'est des boutiques, tout ça qui sont réunis. Donc, ils sont en train de casser tout ça. C'est la preuve qu'il y a quelque chose qu'ils redoutent. Maintenant, et donc, tous ces gens-là, voilà,
qui se retrouvent aujourd'hui sans abri, sans domicile, parce que les gens vivaient dans ces trucs-là. Les gens ont fait des enfants là-bas, les enfants quittaient là-bas pour aller à l'école. Après qu'ils aient fait des fortifications à la frontière Lomé et Togo-Ghana, maintenant ils sont en train de casser les choses à l'intérieur du pays. Et tout ça, ça montre qu'il y a un gros souci. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Alors, la raison de ce live est une interpellation du gouvernement à clarifier une situation. C'est une interpellation du gouvernement à clarifier une situation. Et c'est la seule raison pour laquelle on veut faire ce live-là. Avant de faire ce live, je voudrais que la technique nous passe tous les articles qui ont été écrits sur l'uranium du Niger. C'est pour cette raison que je fais ce live-là. Vous allez regarder les articles qui ont été écrits il y a quelques jours jusqu'à ce matin sur une cargaison d'uranium du Niger dont le Togo est en train de se rendre coupable de contrebande. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai lancé ce live-là, pour interpeller Faure Gnassingbé, interpeller les Togolais sur ce qui est en train de se passer là et qui est extrêmement grave de mon point de vue. Vous avez vu tous ces articles. Possible vente de 1000 tonnes d'uranium du Niger à la Russie inquiète Paris. Bon, ça, si ça inquiète Paris, c'est le problème. Il y a un autre article, il y a un autre titre technique. Vous pouvez balancer les captures d'écran. Monde Afrique au Niger, une partie du stock d'uranium convoité par la Russie a quitté la mine d'Arlit, 1000 tonnes. Voilà. Vous comprendrez pourquoi Faure a décidé d'ouvrir le port de Lomé à Poutine. Vous allez comprendre ça tout à l'heure, pourquoi Faure a décidé d'ouvrir le port de Lomé à Poutine et quels sont les dangers que nous risquons dans cette histoire-là. Frontières fermées, options limitées. Le Niger explore de nouvelles voies pour l'uranium. Voilà. Et donc, ce matin, il y a, ou bien c'est hier, je ne sais plus, c'est ce matin, donc c'est hier, il y a la société Orano, qui, je pense, exploitait l'uranium du Niger, qui a sorti un communiqué que je vais partager avec vous, que la technique peut mettre en fond d'écran. Orano condamne le transport illégal de l'uranium entreposé sur le site de la Sommaire, Paris, le 27 novembre 2025. Ce jour, Orano a appris dans les médias qu'un chargement d'uranium a quitté le site minier de la Sommaire, situé à Arlit, dans le nord du Niger. Orano indique qu'il n'est pas à l'initiative de ce convoi et le condamne fermement. Le groupe ayant perdu le contrôle opérationnel de ces mines nigériennes depuis décembre 2024, il ne dispose d'aucune information officielle sur la quantité d'uranium transporté, sa destination finale et les conditions de ce transport en termes de sûreté et de sécurité. C'est la partie qui m'intéresse. Tout le reste, tout ça, ça ne m'intéresse pas. La partie qui m'intéresse, c'est les conditions de ce transport en termes de sûreté et de sécurité. Le groupe ayant perdu le contrôle opérationnel de ces mines nigériennes depuis décembre 2024 ne dispose d'aucune information officielle sur la quantité d'uranium transporté, sa destination finale et les conditions de ce transport en termes de sûreté et de sécurité. C'est ce qui m'intéresse dans ce communiqué. Ce transport contrevient à la décision prononcée en faveur d'Orano le 23 septembre 2025 par le tribunal arbitral du CIRDI, du CIRDI, dans le litige l'opposant à l'État du Niger au sujet de la mine d'uranium de la Sommaire. Le tribunal arbitral avait enjoint à l'État du Niger de ne pas vendre, ni céder, ni même faciliter le transfert à des tierces de l'uranium produit par la Sommaire, retenu en violation des droits d'Orano. Orano poursuivra la défense de ses intérêts avec détermination et se réserve le droit d'initier des actions complémentaires nécessaires, notamment pénales, y compris contre des tierces, pour la préemption de la matière en violation de ses droits d'enlèvement. Alors, ce qui se passe entre Orano et le Niger, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui a été dit dans le communiqué. Les conditions de ce transport en termes de sûreté et de sécurité. Alors, depuis que les articles, on a commencé par écrire les articles sur la probabilité du transport de ce produit hautement dangereux, on n'a jamais entendu, on ne sait pas dans quel pays ça va passer. Mais ce qu'on sait, c'est que le Niger ne peut pas passer par le Bénin, par le port de Bénin. Ils sont en BCB avec le Bénin. Le Niger ne peut pas transporter cette cargaison pour passer par le Sénégal, c'est trop loin. Ils ne peuvent pas aller en Guinée. La seule option qui leur reste, c'est le port de Lomé. Et quand on sait qu'il y a à peine une semaine, Faure est parti donner des garanties à Poutine, qu'il met à disposition le port de Lomé pour servir de porte d'entrée à la Russie, en Afrique de l'Ouest, en termes de transport du matériel militaire et aussi des transports de ce genre de choses. La question est de savoir si le régime togolais est au courant, si le régime togolais a donné son accord pour que l'uranium de contrebande, parce que les deux parties sont en litige,
et que Orano a gagné les 2 premières parties du procès, malgré ça, le Niger décide d'évacuer l'uranium. Est-ce que l'uranium là va passer par le Togo? Si oui, pourquoi le gouvernement togolais ne communique rien sur cette cargaison qui est en soi dangereux? Parce que l'uranium n'est pas l'uranium n'est pas un produit ordinaire. Et surtout que nous n'avons pas. Je vais vous faire une révélation. Vous savez que ce n'est pas la première fois que les produits de ce genre dangereux transitent par le Togo. Ce n'est pas la première fois que ces genres de produits transitent par le Togo. Et par le passé, il y a eu des rapports gardés secret défense qui disent que la zone de Aledio à Bafilo, la zone entre Aledio et Bafilo, est une zone qui a été potentiellement irradiée par ces genres de produits que des camions ont transportés en direction du port autonome de Lomé. Parce que ces camions, quand ils arrivent, avant d'amorcer la zone d'Aledio, faisaient des stationnements à Bafilo ou parfois faisaient des accidents dans la zone d'Aledio. Et donc, on s'est rendu compte que les femmes dans ces zones-là avaient des difficultés d'accouchement et il y a eu un taux de stérilité très élevé à Bafilo et dans la zone d'Aledio à un moment donné. Mais c'est des documents qui ont été classés secret défense pendant des années. C'est-à-dire, la zone de Bafilo jusqu'à la fin de la zone d'Aledio, il y a eu des contaminations, des trucs liés à des transports de matériel hautement dangereux. Parce que il y a des voitures qui stationnaient et donc il y avait l'irradiation des populations. Mais c'est des trucs qui sont restés secret défense. Ils n'ont jamais communiqué là-dessus. Donc, vous allez voir, en tout cas, ceux qui sont de la zone de Bafilo et Aledio, ils peuvent témoigner de toutes les difficultés que les femmes ont parfois à procréer et le taux élevé de stérilité dans ces zones-là. Alors, déjà que le Togo n'a pas d'autoroute. On n'a pas d'autoroute. On n'a pas des routes qui sont assez bien faites. Et je vais vous lire ce qui est dit sur le transport de ces genres de produits. Comment transporteriez-vous l'uranium? Ce sont des recherches. L'hexafluorure d'uranium, en raison de sa toxicité, est transporté dans des conteneurs de type 48Y pour l'uranium non enrichi et dans des conteneurs de type 30B pour l'uranium enrichi. Ces deux types de conteneurs sont de grands cylindres en acier capables de résister à des températures et à des pressions élevées. Cependant, les conteneurs de type 30B sont plus petits afin de limiter les risques de criticité. Et donc, il est dit que le transport de ces genres de mines, de produits, est tellement dangereux pour les populations qu'il faut prendre toutes les mesures. Mais en plus, il faut informer les populations sur le trajet que ce minerai doit prendre pour éviter qu'il y ait des accidents et qu'il y ait des problèmes d'intoxication. On sait que le Togo n'a pas de route et que la plupart de nos routes passent dans les villages et dans les villes et que nos routes sont fondamentalement accidentogènes. Cette semaine, il y a eu l'accident d'un gros porteur, c'est la semaine dernière, à Défalé, et ce qui a barré la route entre le sud et le nord. Le gouverneur de la région des Savanes a sorti un communiqué pour dire tous les titans qui doivent rallier 50C ou Dapan doivent passer par Sadori, donc par le Dampé, pour sortir par, je pense, Mango. Donc, nos routes sont foncièrement dangereuses. Nous n'avons pas d'autoroute pour qu'on puisse dire que cette cargaison, au cas où elle devait passer par le Togo, va contourner les villes et il viendra directement au port autonome de Lomé. Alors, nous devons demander au gouvernement togolais de communiquer sur cette affaire-là. Est-ce que l'uranium qui vient de quitter le Niger va passer par le Togo? Est-ce que cet uranium se produit, ces 1000 tonnes d'uranium, donc potentiellement dangereux, va passer par le Togo? Si oui, quelles sont les mesures que le pouvoir de Faure Gnassingbé est en train de prendre pour protéger les populations tout le long du trajet que ces titans vont prendre, du sud jusqu'au nord? Je parle d'une question de sécurité qui concerne tout le monde. Ceux qui viennent faire des commentaires, qui me suivent dans les commentaires, vous avez vos parents qui sont de 5 jusqu'à Lomé. Vous avez vos parents qui sont partout. Ce n'est pas une question d'aimer ou de ne pas aimer Ferdinand. C'est une question de sécurité nationale. Quand on sait la catastrophe de Tchernobyl le 26 avril 1986 et les effets que cette catastrophe de Tchernobyl a sur les populations en Ukraine jusqu'à ce jour, quand on sait les effets de la bombe à Hiroshima et Nagasaki, quand on connaît les effets de ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps au Japon par rapport à une rupture d'une centrale nucléaire, on doit comprendre que nous devons demander des comptes à nos dirigeants. Et donc, toutes les villes, les villages qui sont traversés par la nationale numéro 1, les gens, si cette cargaison doit passer par le Togo, les gens doivent demander des comptes au gouvernement. Ford doit nous dire, si cette cargaison d'uranium passe par le Togo, d'accord, alors là, quelles sont les mesures de sécurité que le gouvernement a prises pour protéger cette cargaison, pour éviter qu'il y ait des problèmes quand les titans vont passer? C'est ça ma préoccupation. Ça n'a rien de politique. C'est une question de sécurité et de sûreté des populations. Mais en même temps, vous devez comprendre ce que Faure Gnassingbé est capable de faire pour son pouvoir. C'est-à-dire, lui, il s'en fout. Tout ce qui l'intéresse, c'est de prendre ses commissions, de protéger son pouvoir, même s'il y a des choses qui doivent nuire au Togolais, il s'en fout. Donc, nous devons comprendre que si Faure décide de mettre le port de Lomé à disposition de la Russie, ce sont ces genres de minerais dangereux qu'il veut acheminer à travers la nationale numéro 1 jusqu'au port de Lomé. Faure est quelqu'un de dangereux pour le Togo. C'est un agent étranger qui est dangereux pour le Togo. Oui, mais
Celui qui dit dans les commentaires, l'uranium passait par le Bénin. Moi, j'ai rien à foutre. Si ça passait par le Bénin, c'est leur problème. Peut-être que le Bénin a exigé des conditions de sécurité. Nous voulons que le pouvoir du Togo nous communique si cette cargaison va passer par le Togo. Et quelles sont les mesures de sécurité, de sûreté que le pouvoir prend sur tout le trajet où ce uranium va passer. Quand on parle des choses sérieuses, vous venez faire des commentaires à la con parce que vous supportez le régime. Vous avez vos parents qui sont dans les villages. Hein. Vous avez vos familles qui sont dans les villages où cette cargaison va passer. De Saint-Cassé jusqu'à Lomé, cette cargaison va traverser toutes les localités. Malheur à vous si un titan se renverse avec cette cargaison. Malheur à un village, à une ville, si un de ces camions se renverse avec cette quantité. Donc, quand on parle des choses sérieuses, ne venez pas ici raconter vos conneries, vos commentaires à la con. On parle de sécurité, de sûreté des populations. Et le gouvernement doit parler. Le gouvernement togolais, le pouvoir togolais doit nous dire si cette cargaison va passer par le port autonome de Lomé. Si ça va passer par le port autonome de Lomé, d'accord. Mais quelles sont les mesures de sécurité et de sûreté que le gouvernement est en train de prendre pour que le pire n'arrive pas aux populations togolaises? C'est de ça que moi je parle. Après, si vous êtes unis, vous voulez sauver Faure Gnassingbé, c'est votre problème. Mais je tiens à vous dire que Faure Gnassingbé, il s'en fout. Parce que si ils se préoccupent des Togolais, si vraiment cette cargaison va passer par le port autonome de Lomé, ils doivent communiquer. Ils doivent communiquer. Moi, je vais surveiller cette cargaison par satellite. Elle a quitté Arlit. Je vais faire une surveillance par Google Maps et par des méthodes plus évoluées pour voir quel est le parcours de cette cargaison. Parce que 1000 tonnes, c'est énorme. Et connaissant nos routes, l'état de nos routes, les routes sur lesquelles il y a énormément d'accidents. Et la nationale numéro 1 passe dans les villes qui sont densément peuplées. Imaginez la densité de nos villes. Nos villes sont densément peuplées. Saint-Cassé, Dapaon, Mango, Kanté, Nyamtougou, Kara, Bafilo, je sais pas, Sokolé, Sotoubois, Blita, je sais pas, Agné, Atakpame, Ouahala, tout ça, jusqu'à Lomé, c'est des villes qui sont densément peuplées. Donc on peut faire une théorie catastrophique. Dans tout projet, il y a des facteurs de risque. Notier, Agbelouvé, tout ça, il y a des facteurs de risque. À supposer que, à cause de l'état catastrophique de nos routes, un de ces camions se renverse et que ce produit se répand dans la nature. Vous avez une idée des conséquences? Vous avez une idée des conséquences? Vous avez une idée des conséquences? Donc, on va livrer notre pays comme ça pour des raisons de conservation de pouvoir à des étrangers qui font passer du matériel dangereux dans nos villes et vous ne voulez pas qu'on en parle? C'est pour ça que moi, je fais ce live d'interpellation. Je n'accuse personne, mais j'interpelle le gouvernement. Et j'interpelle en même temps les Togolais. J'interpelle le gouvernement pour qu'ils viennent nous expliquer si cette cargaison va passer par le Togo, quelles sont les mesures de sécurité, de sûreté que le régime est en train de prendre pour préserver la santé de nos populations. C'est ce que je dis. Mais si la marchandise là ne passe pas par le Togo, c'est tant mieux. Parce que vous allez dormir la nuit et vous allez voir des titans passer la nuit. Parce qu'ils peuvent faire passer ça aussi la nuit pour que les gens ne voient pas ça. Ils peuvent faire un convoi nocturne. Donc, moi, je suis en train d'interpeller les gens. On parle quand même d'uranium. On parle quand même d'uranium et d'une forte quantité d'uranium. Donc, notre pays ne peut pas servir de couloir à ces genres d'activités. Déjà que Orano et l'État du Niger sont devant les tribunaux, donc le litige n'est pas encore tranché. Donc, le Togo, en acceptant que ce minerai passe pas sur ses territoires, sera coupable de contrebande, donc c'est une méthode de voyou. Mais au-delà de ça, c'est le côté sécuritaire qui est important. Imaginez qu'une partie de cette cargaison se renverse dans un cours d'eau. Parce que nous avons beaucoup de cours d'eau sur le pont. Nous avons des routes avec des ponts partout. Imaginez qu'il y ait un accident, quelque chose se renverse dans un cours d'eau et que le cours d'eau soit contaminé et que tous ceux qui sont en aval de ce cours d'eau boivent l'eau là. Vous imaginez ce qui se passe? Donc, nous devons interpeller Faure Gnassingbé. Il ne peut pas ouvrir notre pays à des marchandises dangereuses, à n'importe quelle marchandise, parce que lui veut garder son pouvoir. Il ne peut pas aller signer des contrats derrière nous, sans informer les députés, sans débat national, sans nous dire pourquoi il cède notre port à des étrangers pour transporter du matériel dangereux. Il doit nous dire ça. Et c'est une obligation de rendre compte à la République. Vous, les députés du NIR, là, je vous interpelle aussi. Vous êtes députés dans les localités où probablement, ou possiblement, cette cargaison, ce convoi va passer. À supposer ce convoi va passer par le Togo. Vous êtes des députés de toutes ces localités-là. Vous devez faire une interpellation. Pour qu'on vienne vous dire si cette cargaison d'uranium va passer par le Togo pour aller en Russie, quelles sont les conditions de sécurité et de sûreté. Déjà que les conteneurs dans lesquels cette marchandise est stockée, est-ce que c'est des conteneurs vraiment scellés de façon compacte et qu'il n'y aura pas de fuite? Je viens de vous lire les conditions. C'est pour ça que je fais ce live-là. Pour vous montrer comment ce que Faure est capable de faire, s'il faut conserver son pouvoir. Donc, voilà, moi, je n'ai pas besoin de vous répondre dans les pays où ça passait avant, comment ça se faisait. Chaque pays prend ses dispositions. Si ça passait dans un autre pays avant, il faut aller demander à ce pays comment ce pays s'organisait pour prendre ses précautions. Vous avez du caca dans la tête. Vous ne comprenez absolument rien. Vous avez du caca dans la tête. On vous dit qu'il y a un matériel, un minerai dangereux dont le transport peut mettre en cause vos parents. Vous venez de poser la question, qu'est-ce qui se faisait dans d'autres pays où ça traversait? Ce qui se passait dans les autres pays, on ne regarde pas. Ces pays prenaient leurs mesures. Mais nous voulons savoir quelles mesures on prend ici. Maintenant que ça doit passer par le Togo, au cas où ça doit passer par le Togo. Donc,
il faut arrêter de vouloir trouver des excuses pour ce régime. Parce que ce qui se passe là, c'est vous-même, c'est vos parents, c'est vos frères qui sont en danger. Est-ce que cette cargaison a été expertisée? Donc, voilà ce que moi je veux partager avec vous. Après, si vous voulez aller supporter Faure Gnassingbé parce que c'est votre champion, allez le supporter dans ses bêtises. Allez le supporter dans ses bêtises. Supportez-le dans ses bêtises jusqu'au jour où ce qu'il est en train de faire vous rattrape ou rattrape vos parents dans les villages. Et vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Vous avez un dirigeant qui ne vous rend pas compte. Il fait ce qu'il veut du pays. Il vend les richesses du pays à qui il veut. Il cède les pans entiers du pays à qui il veut. Il ne rend compte à personne. Et vous l'applaudissez. Vous l'applaudissez. Vous l'applaudissez. Vous n'avez même aucune idée des conséquences de ce qu'ils sont en train de faire sur le pays. Mais vous applaudissez. Parce que c'est votre parent, parce que c'est votre je ne sais pas quoi, parce qu'il est de votre village, parce que vous êtes de son parti. Même si ce qu'il fait nuit à votre propre parti, vous applaudissez. Vous êtes des misérables. Oui, je suis bien obligé de répondre parce que parfois, vous vous posez la question de savoir, certains, s'ils sont vraiment des Togolais, s'ils ont un minimum de patriotisme par rapport à notre pays, vous êtes obligé de leur répondre. Parce que les gens affichent une certaine, je sais pas, désinvolture vis-à-vis de notre pays, que vous vous posez la question, s'ils sont vraiment des Togolais. S'ils sont vraiment des Togolais, je ne sais pas s'ils ont la moindre idée de ce qu'on appelle matière radioactive. Je ne sais pas s'ils ont la moindre idée de ce qu'on parle, de ce dont on parle. Parce que je ne sais pas quoi, on leur glisse des pieds de banque pour venir raconter des conneries. Ils n'ont aucune idée de ce qui se passe dans notre pays. Donc, voilà ce que moi j'ai voulu partager avec vous ce soir. Et c'est une interpellation que je fais. Ceux qui en sont conscients, c'est tant mieux. Ceux qui ne veulent pas être conscients, c'est leur problème. Mais on va surveiller ce qu'on voit là pour voir si vraiment il passe par le Togo et continuer de sonner l'alerte pour que Faure Gnassingbé nous donne des explications. Aujourd'hui, il y a eu au Sénégal un débat sur la loi des finances, le budget. Ce débat a été diffusé en direct sur toutes les chaînes au Sénégal et même sur la page du Premier ministre Sonko. Lui-même, il a fait une direct sur sa page. Il diffusait le débat directement sur sa page. Et le document a été analysé page par page, secteur par secteur. Les députés même du parti de Sonko l'ont mis en difficulté, ont posé des questions pertinentes. Ils ont harcelé les ministres pour comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce qu'ils attendent de la loi des finances? C'est comme ça que les dirigeants rendent compte de la gestion qu'ils font du pays. On peut tout reprocher aux gens, ce qui se passe au Sénégal, les problèmes, mais ils ont diffusé le débat à l'Assemblée en direct sur toutes les chaînes au Sénégal. Et c'était vraiment agréable à entendre, joli à écouter. Et les députés faisaient leur travail. Chacun pose des questions qu'il veut. Au Togo, on nous cache tout. Si on prend une richesse du Togo, on va vendre aux étrangers, personne n'est au courant. Personne ne connaît les contours du contrat. Même les députés qui votent les lois et qui contrôlent l'action gouvernementale n'ont pas accès aux documents. Et vous voulez qu'on n'en parle pas? Les contre-pouvoirs dans un pays, c'est l'opposition, c'est la presse, c'est les syndicats, mais c'est aussi les parlementaires. C'est leur droit le plus absolu de demander des comptes aux dirigeants. Le rôle d'un député, c'est de voter des lois et de demander des comptes au gouvernement. Mais chez nous, dès que vous commencez par en parler, les gens pensent que vous faites offense aux dirigeants, alors que les dirigeants sont payés par l'argent du contribuable. Faure, il est payé depuis 20 ans par l'argent du contribuable, c'est-à-dire les impôts des Togolais. Et si Faure se lève un matin, il prend une de nos richesses, il va vendre à un étranger, il doit nous rendre compte. Il doit nous rendre compte. Et ça, il y a des Togolais qui ne le savent même pas, mais ils disent qu'ils sont des citoyens. Il y a des Togolais qui ne savent même pas qu'ils ont le droit de demander des comptes aux dirigeants. Mais ils disent qu'ils sont des citoyens. À croire qu'ils ne savent même pas de quoi on parle. Faure est un employé de l'État. Faure Gnassingbé, c'est un employé de l'État. Et donc, il doit rendre compte de la gestion qu'il fait du pays. Il n'est pas, si dans sa tête, il pense qu'il est un prince, il est un roi, et il dispose du Togo comme il veut, mais nous devons lui rappeler qu'il est l'employé. Il est l'employé de la République. Les ministres sont des employés de la République. Ils doivent rendre compte de la gestion qu'ils font du pays. Et ils ne peuvent pas se lever, prendre les richesses du pays, aller donner à des puissances étrangères sans rendre compte à la République. On parle, il y a des imbéciles qui viennent me parler des accords coloniaux. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de vos conneries, de tout ça là? Ce n'est pas d'aujourd'hui que moi je dénonce tout ce qui ne va pas dans mon pays. Ce n'est pas d'aujourd'hui que je dénonce comment ils cèdent nos richesses aux étrangers. Je suis, sans trop m'enorgueillir, l'un des rares des journalistes qui ont dénoncé tout ce qu'ils ont cédé aux étrangers. Le fer de Bandeli, les mines, le marbre, les clinkers, tout ça. J'ai fait des documents, j'ai écrit plusieurs articles, des recherches, le phosphate. Donc, arrêtez de venir étaler votre ignorance sur la place publique. Celui qui parle des accords coloniaux, s'il les connaît, n'a qu'à le mettre sur la place publique. Les faux documents qu'on vous filez, que vous racontez des conneries sur les réseaux sociaux, là, ici, vous êtes en face d'un journaliste. Hein. Si quelqu'un connaît les accords coloniaux, vous les sortez. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des accords entre la France et les pays africains, il y en a. Mais ce que vous avez brandi depuis 4 ans, que c'est les accords, ça n'a jamais existé. Dans jamais, aucun document. S'il y avait des documents certifiés qu'il y a des accords coloniaux que tous les pays ont signés en 1960, comme vous le dites là, les gens qui ont pris le pouvoir dans le Sahel allaient trouver ça dans les archives et allaient vous donner l'original depuis. Il y a des accords pays par pays qui ont été signés
comme des accords militaires avec la France pour former les militaires, fournir du matériel, les armes, tout ça, pays par pays. On n'a pas rassemblé les chefs d'État en 1960 dans une salle et on leur a fait signer des accords. Sinon, Sylvanus Olympio n'aurait pas dit non à la France en créant sa propre monnaie. Le Togo est le premier pays, avant même Sékou Touré, Sékou Touré disait non à la France en 58. En 60, je ne sais pas, 58, le Togo avait déjà dit non à la France en 58. Hein. Et Sylvanus avait créé sa monnaie. C'est le seul qui a franchi le pas en créant sa propre monnaie. Et ça, les gens l'oublient. Quand on parle de panafricanisme, on parle de rupture avec la France. Les gens pensent que le Togo est le pays qui était en avance sur tous les autres pays. Aujourd'hui, on veut nous faire croire que le Togo est le berceau même de cette lutte contre la France. Aujourd'hui, c'est les Togolais même qui ne se valorisent pas, qui vont valoriser d'autres personnes au lieu de valoriser leur héros qui ont dit vraiment non. Sylvanus était l'un des rares à avoir créé sa propre monnaie, avant même les autres. Donc, nous, on lutte contre les Togolais. Hein, les Togolais qui sont vraiment des patriotes, ils luttaient contre la France, ce n'est pas aujourd'hui. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui que vous allez venir nous raconter les histoires de panafricanisme, de je ne sais pas quoi. C'est pour ça que je n'aime pas écouter ces histoires-là. Sylvanus a payé de sa vie pour le Togo. Et nous sommes dans ses pas. Sans bruit. Donc, voilà ce que moi j'ai voulu partager avec vous. Et moi, je vais mettre fin à ce live-là. Moi, je suis preneur. Je suis vraiment preneur de celui qui a un document original des accords coloniaux. Si vous l'avez, vous me le donnez. Moi, je suis un journaliste et je suis un journaliste d'investigation. Je sais fouiller les archives et je fais du fact-checking. Le document que vous partagez partout sur les réseaux sociaux, c'est un fake qui a été balancé en 2016 par un Béninois dans un journal un peu complotiste en Angleterre. Ça n'a jamais existé. Mais je ne dis pas qu'il n'y a pas des accords entre la France et les pays individuellement. Mais le document que vous avez fait circuler, que vous commentez partout, que voilà les accords coloniaux, ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. Si ce document existait, ceux qui ont pris les pouvoirs au Sahel et qui ont dit non à la France allaient le retrouver dans leurs archives et allaient vous donner l'original. Parce qu'un accord est un document que chaque partie garde. Autant les Africains allaient garder une copie, la France aussi allait garder une copie. C'est ça la réalité. Donc, les gens, ils se laissent facilement embarquer par des histoires, des spécialistes de je ne sais pas quoi, qui sont nés aujourd'hui et qui racontent tout et n'importe quoi. Donc, voilà ce que moi j'ai voulu partager avec vous. Donc, voilà, je vais terminer par les prisonniers qui font la grève de la faim, et puis aussi avec notre sœur Amavi qui a disparu. Il semble qu'elle serait dans. Certains disent qu'elle est à la DPJ, d'autres disent qu'elle est à la BRI. Moi, je ne sais pas encore pour le moment. D'ici dimanche, on saura où est-ce qu'elle est gardée. J'espère qu'ils ne vont pas aussi la toucher comme ils ont touché Driss, et puis demain, ils viendront nous dire qu'ils n'ont pas touché. Quand je dis toucher, vous comprenez ce que je veux dire. Mais je voudrais vous informer que par rapport à la grève des détenus, il y a une délégation qui allait voir le 27 novembre, donc hier. Une délégation composée du directeur de l'administration pénitentiaire, ça doit être M. Idrissou, le chef corps des SAP, c'est-à-dire les services de l'administration pénitentiaire, les soldats là, qui gardent les prisons, donc leur chef corps, et le chef prison Balaka, ils sont allés voir les détenus pour ceux qui font la grève, en tout cas une délégation de ceux qui font la grève, pour leur dire de mettre fin d'arrêter la grève de la faim, d'arrêter leur grève de la faim et d'introduire une demande de grâce auprès de Faure Gnassingbé. C'est ce qu'ils sont partis proposer à nos frères qui sont en prison et qui font. Il semble qu'il y a une médiation qui est confiée à Faure Gnassingbé à Guinée-Bissau. Bon, je vais vérifier ça. C'est quelqu'un qui écrit ça dans les commentaires. Donc, Faure, lui, c'est le Blaise Compaoré de la région. Donc, il veut jouer le Blaise Compaoré de la région. Donc, cette délégation est partie voir un groupe de prisonniers pour leur dire d'arrêter la grève de la faim et d'introduire une demande de grâce auprès de Faure Gnassingbé pour qu'on puisse les gracier, les libérer. Les gars ont refusé. Donc, la délégation est composée de DG de l'administration pénitentiaire, du chef corps de la SAP et du chef prison. Et ils sont allés hier. Et aujourd'hui, d'autres personnes sont retournées en prison, toujours pour leur faire la même proposition, pour leur mettre la pression, ouais. Comme pour dire que... OK, donc, il semble que Faure a été désigné pour faire la médiation en Guinée-Bissau. Bon, il y a quelle médiation à faire encore en Guinée-Bissau? Le gars a été déposé par les officiers qui ont mis fin au processus électoral. Ils ont pris le pouvoir. Bon, quelle médiation Faure va faire en Guinée-Bissau? Il va faire quelle médiation? Et avant-hier, quand ils ont fait le sommet extraordinaire en visioconférence sur la Guinée-Bissau, lui et son ministre des Affaires étrangères n'ont pas jugé utile de participer. Ils ont envoyé le ministre de la Coopération. Il y a un nouveau ministre de la Coopération. Comme pour dire à la CEDEAO, bon, nous, on est occupé maintenant. On est maintenant avec les Poutines. On ne s'occupe plus de la CEDEAO. Donc, on vous envoie un second couteau. On a nommé un petit ministre de la Coopération. De temps en temps, c'est lui qu'on va vous envoyer. Nous, on est au haut niveau maintenant. Donc, eux, ils n'ont pas participé à la réunion. Ils ont envoyé M. Johnson, je pense, c'est le nouveau ministre de la Coopération, qui était à la réunion. Donc, il n'y avait ni Doucet, ni Faure Gnassingbé à la réunion, parce qu'aujourd'hui, au sein de la CEDEAO, leur attitude agace les autres chefs d'État. Leur jeu trouble agace les autres chefs d'État. Et je pense que comme il veut se parer du manteau du médiateur, ils se sont dit, bon, comme il n'a rien à faire dans son pays, il est tellement libre, il a tellement développé son pays, il a fait tellement de routes, il a construit les universités, il a construit les écoles. Donnons-lui la médiation en Guinée-Bissau, puisque c'est quelqu'un qui veut avoir un doctorat en médiation. Donc, nous, les autres chefs d'État de la CEDEAO, on a des routes à construire, on a des hôpitaux à construire, on a des choses à faire dans nos pays, on n'a pas le temps. Comme lui, il est libre, donnons-lui la médiation. Donc, il vient de lui confier la médiation en Guinée-Bissau. Donc, il veut avoir un bac plus 10 en médiation, parce que dans son pays, il n'a rien à faire.
Lui, il a un avion qui est disponible, il a des moyens, il peut prendre un jet privé, aller partout. Donc, c'est le seul qui est disponible dans la région. Ouattara veut travailler pour développer son pays. John Mahama veut développer son pays. Tinubu veut développer son pays. Ça, je parle de ce qui reste de la CEDEAO. Doumbouya veut développer son pays. Madabio veut développer son pays. Mais Faure, lui, il a tellement développé le Togo que la seule chose qui lui reste maintenant, c'est la médiation. Il veut avoir tous les trophées de médiateur. Donc, apparemment, au sein de la CEDEAO, ils ont compris que c'est ça qu'il aime. Donc, quand il y a une petite crise, on dit, est-ce que Faure Gnassingbé est là? Donnez-lui la médiation. Donc, il a été désigné pour aller faire la médiation en Guinée-Bissau. Je ne sais pas ce qu'il va aller dire parce que, comment on appelle ça? Le clown là, comment il s'appelle? Ambalo, lui, il est déjà à Dakar. Il semble qu'il veut aller à Brazzaville, chez son ami Sassou. Et les militaires, ils ont mis fin au processus électoral. Ils ont décrété une transition de 1 an. La seule médiation peut-être à faire, c'est de libérer les opposants. C'est de demander de libérer les opposants. L'opposant qui a gagné l'élection, mais qui est obligé aujourd'hui de ne pas pouvoir prendre le pouvoir. C'est un truc genre à la gabonaise, quoi. Donc, il va aller faire quelle médiation? Pour libérer les opposants, on n'a pas besoin de médiateur. Mais comme il est tellement libre, ses compères de la CEDEAO se moquent de lui et il lui donne ça. Et lui, il va être content, il va prendre son avion, il va aller là-bas, il va dire oui, voilà. Pendant ce temps, son pays est dans des difficultés. Donc, ils sont allés demander à ces prisonniers-là de mettre fin à la grève de la faim et introduire une demande de grâce auprès de Faure pour qu'on puisse les libérer. Donc, hier, les gars ont refusé. Aujourd'hui, il y a une autre délégation qui est retournée en prison les voir pour leur demander toujours de faire la même chose. Apparemment, les jeunes n'ont pas cédé. Donc, tu portes à croire que la grève de la faim et la question des prisonniers embêtent sérieusement le pouvoir. Ils veulent chercher un moyen de libérer peut-être certains prisonniers, mais comme ils ne veulent pas perdre la face, ils veulent forcer les enfants, ils veulent forcer les jeunes, ou bien ils veulent forcer les détenus à faire une demande pour qu'ils disent que c'est les détenus même qui ont demandé d'être libérés et nous on a accepté. Apparemment, il y a une pression quelque part sur eux. Ils veulent se débarrasser des enfants, mais ils ne savent pas comment le faire pour qu'on ne dise pas que c'est la pression qui a fait qu'ils ont libéré les gens. Donc, ils demandent que les gens ont envoyé une lettre de demande de grâce pour que le PC puisse les libérer. Si vous voulez les libérer, libérez-les. Si vous ne voulez pas les libérer, laissez-les. Donc, n'allez pas en prison, les emmerder tous les jours. Vous continuez d'ailleurs pas à arrêter d'autres personnes. Vous allez dire aux gens de faire des demandes pour une grâce présidentielle ou bien grâce PC, je ne sais plus si c'est grâce présidentielle. Comme c'est maintenant PC, je ne sais pas comment appeler cette grâce-là. La grâce du président du conseil. Mais vous continuez pas à arrêter les gens et arrêter les femmes. Amavi vous a fait quoi? Elle vous a fait quoi? Amavi Katanga, elle vous a fait quoi? C'est les femmes qui vous font peur maintenant. Donc, il y a Amavi, il y a Grace, il y a Nyakade, il y a encore d'autres femmes, je ne sais plus. C'est les femmes qui vous font peur maintenant. C'est les femmes qui sont inoffensives, qui vous font peur maintenant. Vous sautez sur les femmes. Vous n'avez pas honte. Oui, grâce présidentielle. Merci, protocole. C'est les femmes qui vous font peur maintenant. Les gars, merci pour le temps que vous avez passé avec moi. Donc, comme je le disais, ils ont sauté notre nouveau compte TikTok. Donc, on a créé un autre compte sur lequel on fait actuellement le live. On a créé une dizaine de comptes. Donc, vous pouvez sauter les comptes tous les jours. Et nous, on a déjà une dizaine de comptes en stock. Vous sautez un compte, on allume un autre. Vous en sautez, on allume un autre. C'est vous qui avez du travail. C'est vous qui allez dépenser de l'argent. C'est vrai que vous avez de l'argent dans le pays. Nous, on s'en fout. Et on continuera pas à faire les lives de sensibilisation, apporter la lumière là où il y a l'obscurité, expliquer les choses aux Togolais, demander des comptes aux gouvernants. C'est notre rôle. C'est le droit des Togolais de demander des comptes aux dirigeants. Comme je l'ai dit tantôt, aujourd'hui, il y a eu un débat à l'Assemblée nationale au Sénégal sur la loi des finances, le budget. Le débat a été diffusé en direct sur toutes les chaînes au Sénégal, y compris sur la page Facebook de Sonko. Et en suivant ce débat-là, vous allez dire, les gens sont en avance. Toutes les questions ont été posées dans les moindres détails. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ce projet et les fonds que vous voulez allouer à ce secteur? Pourquoi? Au Togo, ils refusent même aux journalistes de venir à l'Assemblée nationale suivre les débats sur le budget. Ils refusent que les journalistes indépendants viennent à l'Assemblée nationale suivre le débat sur le budget. Ils refusent. Comment est-ce que vous pouvez rendre compte aux populations si vous refusez que les journalistes viennent sur le débat à l'Assemblée nationale? En France, ici, et je suis sûr que ça se passe dans d'autres pays, même les débats sur le budget des mairies, c'est ouvert à tout le monde. Le débat sur le budget des mairies ou des régions, c'est ouvert à tout le monde. Vous êtes libre de poser des questions, de demander. Mais comment est-ce que dans un pays où on veut discuter de la loi des finances, et donc, comment est-ce qu'on va taxer les populations, les impôts qu'on va percevoir, on ne veut pas faire un débat national. On ne veut pas diffuser le débat pour que les gens écoutent. Donc, les Sénégalais, là, donc, ils sont... Mais attendez. Oui, non, les journalistes de la TVT, ils y vont même, mais ils ne diffusent pas en direct. Ils prennent juste quelques éléments pour venir faire le journal. Ça passe à peine 4 minutes dans le journal de la TVT. Ils y vont, mais ils prennent juste quelques éléments. Et ils prennent quelques éléments. Donc, nous sommes en face des gens qui, fondamentalement, ont horreur de rendre compte de la gestion qu'ils font du pays. Des gens qui ne veulent pas rendre compte de la gestion qu'ils font du pays. Ils ont horreur de ça. Et ça, c'est inacceptable dans un pays. Parce que toutes les richesses qui sont sur le territoire togolais appartiennent à tous les Togolais, aux contribuables togolais. Nul n'a le droit de les prendre comme il veut, de les utiliser comme il veut. Non. C'est ça que nous devons inculquer à tous les Togolais. Bonsoir chez vous. Technique.
à dimanche. Des mobilisateurs, des meneurs, ils vont les arrêter. Et donc, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc, voilà. Mais ça ne nous empêche pas de continuer par travailler. Et si nous, en face d'un obstacle, il faut qu'on trouve la solution. Donc, nous devons continuer par sensibiliser. Nous devons contrecarrer leurs attaques. Ils sont sur 3 fronts. Hein. Ils sont sur le front de la guerre numérique. Ils sont sur le front de la riposte. Ils sont sur le front aussi des arrestations. Et ils sont sur le front aussi de la désinformation. Ils ont payé beaucoup de gens. Hein, ils animent des contre-panels, des gens qui racontent tout et n'importe quoi. Ils ont fait circuler beaucoup d'argent dans la diaspora. Tout ça, on le sait. On le sait. L'objectif, c'est de semer la diversion, de dire des choses. Donc, c'est pour ça que j'ai dit la dernière fois, il faut s'éloigner de tous les lives qui ne sont pas dans le sens de la mobilisation pour le 8 décembre. Encore que le 8 décembre, ce n'est pas, comment je dirais ça, c'est pas une date. Si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, il faut continuer par mobiliser les gens. Mais il faut s'éloigner de tout ce qui peut apparaître comme des trucs de division, des trucs de diversion, des gens qui viennent mettre les bâtons dans les roues des autres et tout ça, avec des arguments à tirer les cheveux. Tout ça, c'est organisé. Tout ça, c'est organisé. C'est organisé. Donc, ils sont sur tous les fronts. Tout ça, c'est organisé. C'est fait de manière à semer la discorde, la division, à dérouter les gens des objectifs. Et donc, nous devons rester focus, fermer nos oreilles, fermer les yeux, boucher nos oreilles, ne même pas écouter les gens qui racontent tout n'importe quoi et se focaliser sur la mobilisation. Si le 8, les Togolais qui sont au pays trouvent qu'ils souffrent suffisamment et qu'ils sortent pour manifester, c'est tant mieux. S'ils ne veulent pas sortir, on ne va pas être découragé, il faut continuer à mobiliser, c'est tout. Un jour, ça va payer. Et comme je le disais tantôt, c'est fort qui est en difficulté. Ce n'est pas le peuple qui est en difficulté. Aucun dictateur n'a jamais gagné une bataille contre un peuple. C'est lui qui est en difficulté. C'est lui qui ne dort pas. C'est lui qui court dans tous les sens. C'est lui qui va signer des accords pour se protéger. Mais les Togolais, eux, continuent leur combat normalement. Ils continuent leur combat. Nous qui nous battons, nous avons la certitude qu'on va gagner. Nous qui nous battons pour la bonne cause, nous avons la certitude qu'on va gagner. Nous avons la certitude que tant que nous ne continuons pas à nous battre, on va mettre en difficulté le régime. Mais ceux qui ne se battent pas, c'est eux qui sont du mauvais côté de l'histoire. Donc, continuons pas à nous battre. Et ayons foi que les actes que nous posons, aussi infimes, aussi petits soient-ils, finiront par payer un bon matin. C'est tout. Mais le drame, c'est de démissionner ou c'est de dire, bon, tout le monde non, né au dénoncer le régime, il y a aussi un bon globé, il y a on va t'ébeler l'oumé. Nous, tout le monde, attendez. Nous n'avons même pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Nous sommes bien obligés de continuer par nous battre. Et ça va payer. Ça finira pas par payer. Parce que les étoiles sont alignées pour nous. Nous avons une longueur d'avance sur eux. Et ils sont tellement en difficulté qu'aujourd'hui, ils ne savent pas où ils vont. Regardez, Faure ne gouverne plus vraiment le Togo. Toute son énergie, il l'utilise pour se défendre. Aujourd'hui, c'est lui qui est sur la défensive. Toute son énergie, il l'utilise pour contrecarrer tous ceux qui appellent à manifester, ceux qui les dénoncent. Il n'a même plus le temps de regarder le pays, de gouverner. Et ça, c'est ce qu'on appelle la guerre d'usure. Et ça, ce sont les activistes qui lui imposent ce rythme-là. Qui fait que, regardez-le, il a beaucoup vieilli. Il est aussi fatigué, mais il s'accroche. Si Faure ne mettait pas du yombo dans la tête, vous savez qu'il met du yombo. Vous allez voir que tous ses cheveux sont blancs. Moi-même ici, j'ai des cheveux déjà qui sont blancs. Et donc, il est fatigué. Il est fatigué, il dort peu, il est obligé de se battre, il est obligé parce qu'il ne sait pas d'où le coup fatal peut arriver. Donc, il est stressé. Mais si nous allons dormir, que non, nous sommes fatigués, là, il va retrouver ses forces. Quand il y a eu ce petit moment d'hésitation entre-temps, là, entre les événements du 6 et ce qui s'est passé après, il a retrouvé les forces, il a repris les voyages. Il a retrouvé ses forces, il a repris les voyages, il a retrouvé le sourire. Mais entre le 6 et le 27, 28, 29, 26, 27, 28, il était caché, il sortait à peine. Donc, ce que la dictature déteste le plus, c'est les troubles permanents. Ce qu'une dictature déteste le plus, c'est le harcèlement permanent, c'est les troubles permanents, c'est les mots d'ordre permanents qui le mettent en difficulté. En démocratie, c'est supportable. Parce qu'en démocratie, si vous manifestez, on vous encadre. Mais la dictature, quand vous mettez la pression de façon permanente, cette pression peut provoquer des clics. Parce qu'il y a d'autres personnes dans le pays qui aussi veulent le pouvoir, mais pour le moment, ils n'ont pas encore sorti leur tête, ils attendent le bon moment. Donc, plus vous mettez la pression sur les dictateurs, ils perdent le pédale, ils commettent des erreurs. Je vais vous dire pourquoi, par exemple, la communication de la gendarmerie la dernière fois est une erreur très grave qu'ils sont en train de regretter. Je vous dirai ça dimanche. Tout ça, c'est l'opinion, la pression de l'opinion, les pressions qui sont faites qui les obligent à faire des erreurs comme ça. Parce qu'ils cherchent à se débattre et ils font des erreurs, ils tombent dans des pièges. Mais si vous vous abandonnez, que vous allez rester tranquillement quelque part en disant oui, on va attendre le bon moment pour agir, mais eux, ils vont reprendre des forces contre vous. C'est ça la réalité. Donc, aucune dictature n'aime la pression permanente parce que cette pression les oblige à se défendre et ils n'arrivent pas à travailler. Donc, il faut continuer à mettre la pression. C'est ça la réalité. Donc, il faut que chacun mouille le maillot. Ne pensez pas que tous les panels que vous faites, toutes les dénonciations que vous faites là, ça n'impacte pas le régime. Ne pensez pas que c'est parce que vous le faites sur TikTok que ça ne les impacte pas. Ça les impacte. C'est pour ça qu'ils suppriment les comptes, qu'ils suppriment les réseaux sociaux, qu'ils font de la récession d'Internet. Parce que ça les impacte. Donc, il faut continuer par le faire. À dénoncer. À dénoncer surtout. À les mettre devant les faits accomplis. Un matin, ça va payer, forcément. C'est pour ça que je vous dis, nous devons rester sur ce chemin. Moi, j'ai eu des gens qui m'ont appelé de partout. Il y a même des grandes sœurs qui m'ont appelé. Oh, Ferdinand, on peut faire les Poutine Bolo. Ah, et voilà, tout le monde va Poutine et je leur dis, arrêtez ça.
Les gens avaient le moral cassé parce que c'est la réaction qu'ils cherchent. C'est l'impact qu'ils cherchent sur nous quand ils vont balancer des images comme il faut réaliser la main de Poutine. On n'a rien à cirer de tout ça. Bachar al-Assad était le projet de Poutine, il a fait. Et comment appelle-t-on Ambalo. Vous avez vu comment Ambalo, il marchait, il balançait ses fesses pour aller saluer Poutine. Il a fui aujourd'hui. Et nous, comme c'est une guerre psychologique, nous devons aussi trouver les moyens de communication pour leur dire que ce qu'ils sont en train de faire là, ça ne leur conduira nulle part. Et ceux qui maîtrisent cette manière de faire, c'est les bons communicateurs. C'est pour ça que la dernière fois, on leur a projeté les images de Ambalo qui allait aussi chez Poutine, mais il est tombé. Donc, il faut avoir l'intelligence de neutraliser ce qu'ils mettent dans la tête des gens, le virus qu'ils mettent dans la tête des gens, en disant, ouais, oh mais Poutine, c'est le dieu de la terre, qu'il faut pour Poutine, il faut faire Poutine, il faut balayer tout ça. Il faut balayer tout ça dans la tête des gens. Ce travail-là, c'est nous qui devons faire ça. Nous qui comprenons la manœuvre, c'est à nous de faire ça. C'est comme en projetant les images du Gabon, on cherche des impacts sur eux. Et je vous assure que ce qui s'est passé au Gabon, ça a eu beaucoup, ça a travaillé les menaces de beaucoup de gens au Togo. Donc, ces images-là, il faut les projeter. Il faut leur faire comprendre que ce qui se passe là-bas, ça peut leur arriver à tout moment. Ils ne sont pas bêtes. Ils ne sont pas bêtes. Vous les voyez, vous pensez qu'ils sont trop forts. Non. Pourquoi le dictateur tue? Le dictateur tue parce qu'il est faible. Le dictateur tue parce qu'il n'est pas fort. Les gens, les assassins, c'est des gens qui sont faibles. C'est des gens qui sont malades. Et les assassins n'aiment pas qu'on leur projette. C'est-à-dire, celui qui tue, le bourreau n'aime pas qu'on passe derrière lui avec un coupe-coupe. Vous savez l'image que l'exécution de Tchétcheskou a eu sur Mobutu? Il a limogé immédiatement son ministre de la Communication. Parce que la télévision zaïroise à l'époque a commis l'imprudence de passer l'image de l'exécution de Tchétcheskou et sa femme au journal de 20h. Mobutu a senti un choc terrible. Il a viré immédiatement le ministre de la Communication. Parce que les dictateurs n'aiment pas qu'on leur projette l'image de la fin de leurs semblables. Parce que dans leur tête, c'est comme ça que tout va finir. Donc, c'est pas ça qu'il faut les avoir. C'est une guerre psychologique. Donc, quand on dit que oui, il faudrait partir voir Poutine, on n'a rien à foutre de ça. Il y a des gens qui sont partis voir Poutine, ils sont tombés. Oui, le ministre s'appelait Sakombi, oui, je pense que c'est ça. Mobutu l'a limogé immédiatement. Parce que Mobutu a vu dans l'exécution de Tchétcheskou lui-même sa propre fin. Vous voyez? Donc, les dictateurs, c'est des gens qui sont très faibles. Ils jouent les durs seulement. Ils jouent les durs en face des gens. Mais c'est des gens qui... On va vous dire que le dictateur ne dort pas au même endroit. Le dictateur, quand il est traqué par son peuple, il dort ici aujourd'hui, il dort ici demain, il dort... Pourquoi vous pensez qu'il construit plusieurs maisons? Vous pensez qu'il faut construire les maisons partout? Pourquoi? Parce que s'il est traqué ici, il va aller dormir ici. S'il sent qu'il y a un danger, il va aller dormir ailleurs. Il va aller dormir ici, il va aller dormir ici. C'est ça les dictateurs. C'est pour ça qu'ils font des trucs comme ça. Ils ont des maisons cachées, ils ont des endroits cachés, ils ne dorment pas au même endroit parce qu'ils ont peur. Et donc, il ne faut jamais cesser de mettre la pression sur les dictateurs. Et c'est en leur mettant la pression qu'ils commettent les erreurs. Le 6 juin, ils ont commis l'erreur de la répression. Les images qui ont circulé dans le monde les ont fragilisés. Aujourd'hui, ils savent que l'affaire de VIOL, de Grèce, est en train de les fragiliser. C'est pour ça qu'ils ont fait ce communiqué-là. Je vais vous dire dimanche qui a fait ce communiqué. Ils savent que le truc de Grèce est en train de leur créer des problèmes dans certains milieux. Ils savent que la grève de la faim des prisonniers est en train de les discréditer. C'est pour ça qu'ils envoient des délégations en prison pour convaincre les gars de cesser la grève de la faim et de demander une grâce. Sans la pression, ils ne feraient pas ces genre d'erreur. Donc, les gens qui disent, oui, restez, le jour où on va trouver une stratégie, on va les faire tomber. Non, la stratégie, c'est de maintenir une pression permanente. Celui qui a une solution avant les autres, il n'a qu'à agir. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Aujourd'hui, il faut obliger Fort Gnassingbé à gérer la conjoncture. Il faut l'obliger à gérer la conjoncture. Il faut l'obliger à gérer le pays au rythme, au prisme de la crise, plutôt que de le laisser tranquille. Si vous le laissez tranquille, il va retrouver ses forces. Mais chaque jour, si vous l'obligez à aller dans votre sens, il est obligé de trouver les moyens de ne rien faire. Quand il dort, il va dire, ah, le maudit de Ferdinand, là, qu'est-ce qu'il va encore raconter? Les maudits de M66, là, les Zaga, machin, là, qu'est-ce qu'ils vont encore fabriquer? Les chefs cantons, qu'est-ce qu'ils vont encore fabriquer? Les maudits de je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'ils vont encore fabriquer? Tous ceux qui font les lives, qu'est-ce qu'ils vont fabriquer? Donc, il vit au rythme de ça. Il va vivre au rythme de ça. Est-ce qu'ils sont en contact avec des informateurs? Est-ce qu'ils sont en contact avec des militaires? Est-ce qu'il y a des barons qui leur filent des informations? Il va se mettre à surveiller tout le monde parce qu'il est paranoïaque. Et il faut l'amener à être paranoïaque. Et quand on est paranoïaque, on fait des erreurs. Voilà, j'ai appris qu'il cherchait à l'Assemblée nationale à voir qui m'a donné les informations quand on a donné les consignes aux députés pour aller voter Classou. Je ne sais pas comment ils vont faire, parce que je ne connais personne là-dedans. Mais il faut les obliger à faire ça. Donc, voilà ce que nous devons faire. Et un jour, ça va payer. C'est nous qui sommes en avance sur lui. C'est lui qui est en difficulté. Et un pouvoir de 50 ans, de 60 ans est plus en difficulté. Il est plus proche de la sortie que de l'entrée. Tout ce qu'il fait aujourd'hui, c'est pour sauver sa peau. Mais jusqu'à quand? Le temps est compté pour lui. Pas pour nous, mais pour lui. Même si nous tombons en pleine bataille, il y a 1000 personnes qui vont se lever. Et la bataille, ce n'est pas une question de Ferdinand, de M66, de tous ceux qui animent les lives. Ça va au-delà de nos petites personnes. Nous ne sommes que des instruments. Et si nous tombons aujourd'hui, il y a 1000 personnes qui vont faire le même combat. Donc, on n'a rien à cirer. Nous, on est dans une logique de s'en fout la mort. Il faut libérer le Togo. Et libérer le Togo, c'est une affaire de tout le peuple togolais. On n'a pas à s'accrocher à un individu. Ah, et Ferdinand, ça va grandir quoi, volo. Non, on n'a rien à cirer de tout ça. Dans un peuple-là, toujours un ressort pour rebondir. Le peuple a toujours un ressort pour rebondir. Ce n'est pas les individus qui comptent. C'est
ce que nous faisons qui est le plus important. Les individus, ce sont des denrées périssables. Je peux dormir tout à l'heure et ne pas me réveiller demain. Je ne suis pas. Il y a des gens qui sont plus importants que moi, ils sont morts. Monseigneur Bariga est une grande figure au Togo. Ça fait déjà 2e année qu'il est décédé. Qui en parle encore? Peut-être l'église qui se rappelle de lui. Je ne suis pas plus important que Monseigneur Bariga. C'est quelqu'un d'une intelligence illimitée. Il est mort. Donc, le pape, je ne sais pas quoi, Benoît, c'est pas le dernier pape, il est mort. Personne n'en parle. Donc, nous sommes des denrées périssables. Donc, nous ne devons pas être dans notre ego des obstacles pour la lutte. Moi, je ne suis personne dans cette lutte. J'apporte juste ma contribution. Demain, je peux ne pas me réveiller. Mais les Togolais doivent continuer la lutte. Demain, il y a d'autres personnes qui peuvent ne pas se réveiller. Ça ne veut pas dire que la lutte s'arrête là. Donc, nous ne devons pas mettre tout notre espoir sur des individus. Nous devons mettre nos espoirs sur des convictions et sur les valeurs que nous défendons. C'est le plus important. Et donc, moi, je ne suis personne dans cette lutte. Je suis juste un instrument. Et mon corps, là, c'est une denrée périssable. Je peux ne pas me réveiller demain. Une semaine après m'enterrer, c'est fini. Ou 3 jours même m'enterrer, c'est fini. Les gens vont pleurer. Et puis c'est fini. On va dire, ah, il y avait un garçon qu'on appelait Ferdinand. Il était très dur, mais il est mort. Mais la lutte continue. C'est ça la réalité. Donc, nous devons prendre tous ces éléments-là et les mettre les uns à côté des autres et façonner notre capacité à résister face à l'adversaire, notre capacité à tenir face à l'adversaire. Je l'ai dit la dernière fois, le régime ne nous fera jamais de cadeaux. Et ils ne nous font pas de cadeaux. Ils vont donner des moyens à leurs communicants de nous discréditer, de nous attaquer, de nous insulter. Ça, c'est ce qui est le plus commun. Ils vont chercher des moyens de nous atteindre physiquement. Ils vont nous faire la guerre numérique. Mais nous ne devons pas nous décourager par rapport à tout ça. On doit rester solide dans la tête. Celui qui est solide dans la tête, c'est lui qui arrive au bout du combat. Donc voilà, quand vous gagnez la bataille dans la tête, vous la gagnez déjà. Donc nous, c'est ce que nous devons faire. Nous avons des grands frères que je vois dans les commentaires, les Eloi Kusao, quand ils ont commencé, nous on était très jeunes. Eux, ils sont aujourd'hui nos grands frères. Nous avons marché dans leur pas. Nous avons marché dans leur pas. Il y a d'autres jeunes qui vont marcher aussi dans nous aussi nos pas. Peut-être que c'est les jeunes qui viennent après nous qui vont conclure la lutte. Mais nous, on aura balisé le chemin pour eux. Mais le plus important, c'est que nous soyons des gens véritablement engagés, cohérents, et nous devons être des modèles de résistance pour ceux qui nous suivent. Pour que ceux qui nous suivent disent, grand frère, il y a Amin Tonto Béni, il n'a jamais fléchi, nous avons marché dans ses pas. C'est ça. Et nous, nous marchons aussi dans les pas des autres. C'est ça le plus important. Donc, nous ne devons pas fonder nos espoirs sur des individus. Les individus, ils peuvent se lever le matin et dormir et ne pas se réveiller le lendemain. Voilà. Donc, moi, je vous dis sincère merci pour ce soir. Et on se retrouve dimanche pour la grande messe. Dimanche, on va encore parler beaucoup du port autonome de Lomé, de Bolloré. On va parler des phosphates. On va parler de. C'est pour ça que j'ai voulu évacuer ces petits sujets-là ce week-end, parce que dimanche, on va faire beaucoup de chiffres. On va parler de beaucoup de choses. Vous allez voir comment ils sont en train de brader notre pays aux étrangers. Et moi, c'est ce côté-là qui me fait très mal. Ce côté antipatriote de nos dirigeants. Ce côté tellement de nos dirigeants qui cèdent nos biens des étrangers. C'est ça qui me fait très mal. Parce que c'est pas normal. C'est une trahison de la nation. C'est une trahison de notre nation. Que d'aller céder nos richesses aux étrangers pour la conservation d'un pouvoir. Ce n'est pas possible. C'est une trahison de notre nation. Franchement. Et ces gens-là, en temps normal, c'est même la peine de mort. C'est une haute trahison. C'est une haute trahison. C'est une association de malfaiteurs. Ceux qui dirigent ce pays-là. C'est une association de malfaiteurs. Franchement. Vous allez voir les documents que je vais projeter dimanche, les facilités qu'ils ont accordées à des gens. C'est pas possible. Je me pose la question parfois si ce sont des Togolais qui dirigent ce pays ou ce sont des étrangers qui ont pris possession de notre pays. Si ce sont des vrais Togolais qui dirigent ce pays. Je me pose parfois la question. Allez, maintenant je vais y aller. Bonsoir. Technique. Merci.